Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Aujourd'hui, l'épisode est consacré à la musique dans les films et l'art dans les films. On a eu beaucoup d'épisodes sur la production des films, le making-of. Évidemment, on a un peu déjà touché à tous ces sujets-là, mais ces épisodes-là nous permettaient pas d'y aller en profondeur puis de découvrir et d'en apprendre sur certains éléments, justement, par rapport aux trames sonores des films, par rapport à certains éléments artistiques qui sont en lien avec l'histoire de l'art, avec des petits clins d'œil cachés. Et j'ai avec moi aujourd'hui Élodie et Olivier pour parler de ça. Allô! Salut! Salut! Bienvenue au podcast! Merci de l'invitation. Merci à vous de vous être libérés. Je sens que vous êtes deux personnes très occupées, donc ça me fait très plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui pour parler d'art et de musique dans les films. Beaucoup de stock. Ben, c'est ça que j'ai l'impression. Vous en parlez entre vous depuis tantôt. Là. Vous avez des notes, vous êtes arrivés préparés. C'est quand même vous qui allez mener le bal aujourd'hui, là, je vais le dire. Là. Je vais vous écouter puis être impressionnée par tout ce que vous allez dire. Parfait. Puis, tu sais, je dis que on a eu des épisodes sur la production des films. J'ai dit aussi qu'on l'avait effleuré. Puis aujourd'hui, clairement, on n'aura pas le temps de tout voir. Là. Tu sais, je sais déjà, Ali, toi, tu as fait une sélection de certaines choses parce que si vraiment on passait un épisode complet là-dessus, il y aurait tellement de choses à dire. Ça pourrait durer des heures et des heures. Donc, moi aussi, c'est un petit peu un test aujourd'hui, voir si ça vous intéresse, les gens. Puis le but aussi, excusez, j'arrête pas de parler, le moulin à parole, le but aussi, c'est d'amener les gens à l'écoute, à regarder les films autrement, à peut-être même entendre les trames sonores autrement, puis à remarquer certains éléments d'une autre façon. Parfait. Puis juste à un peu s'éduquer, hein? Moi, je suis allé vraiment dans ma démarche, là. Je suis pas allé j'ai pas ratissé trop large d'amener plein d'histoires différentes, mais plutôt quelques petites histoires où je vais essayer d'aller le plus creux possible pour donner du jus. Puisqu'on est à l'épisode 41, j'imagine qu'il y a tellement de sujets qui ont été nommés déjà. Fait que je pense que de prendre un petit sujet puis d'aller gratter, là, ça va être ça. Oui. Puis moi, ça fait mon affaire parce que, pas que je commence à manquer d'idées pour le podcast, mais des fois, oui. Fait que, tu sais, de prendre une affaire puis d'en parler pendant une heure, ça va. Donc, parfait. Mais bienvenue au podcast, comme je disais, puis c'est votre première visite. Donc, moi, à chaque fois que je reçois quelqu'un pour la première fois, je demande à mes invités quelle est votre maison à Poudlard et votre personnage préféré, juste pour un peu mieux saisir là, votre lien avec Harry Potter. Donc, Olivier, on peut y aller avec toi. Je suis dans la maison de Serdaigle. Yeah! Ben oui, c'est pas ça. Je pensais, je suis comme lui, là, avec toutes ses notes. Je me rappelle plus exactement pourquoi, mais j'avais fait le gros test long, puis je l'ai fait souvent, là, puis c'était toujours ça. Oui, mais tu sais, Serdaigle, c'est la créativité, puis tu es un artiste peintre, là, je tiens à le mentionner, là, c'est pour ça que tu es comme notre expert de l'art aujourd'hui. Créativité, Serdaigle, tout le côté intellectuel, tu sais, juste à quel point tu étais dédié dans les notes, là, puis dans ta recherche, là, c'est un Serdaigle tout craché, donc c'est ce que je pensais que tu allais dire. Parfait. Pas surprise. Et mon personnage serait Dumbledore. Yeah! Oh, wow. Je l'adore. Okay. Ouais. Ce que j'aime de lui, c'est à quel point il est avancé dans son existence, à quel point il est en maîtrise, à quel point il y a des sorts ou du pouvoir qui est tellement puissant, mais qui s'en sert à peine. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup, même dans les humains autour de moi, ceux qui sont extrêmement soit connaissants ou puissants ou qui ont des skills extraordinaires, mais qui s'en servent très peu, mais juste au bon timing. Pour moi, ça montre une grande maîtrise de soi-même. Donc, il m'inspire. Wow! J'adore ta réponse. Wow! Quel beau point de vue sur Dumbledore, vraiment. Mais merci. Très Serdaigle, hein? Oui, bien, très Serdaigle comme réponse. OK, là. So deep! Il a dit, toi? Mais là, moi, c'est pas une surprise, là. Je suis dans Gryffondor. Oui, le beau foulard. Ouais, vraiment beaucoup, là. J'ai fait les tests plein de fois, puis à chaque fois, c'est Gryffondor à chaque fois. Puis... Puis là, j'irais même plus loin avec mon personnage préféré, c'est Ron Weasley. Ah! Ouais, depuis que je suis vraiment tout petite, c'est comme mon personnage préféré. Je sais pas, sa candeur. Je pense que je me reconnais beaucoup aussi dans son personnage, là. Fait que, ouais, puis... Est-ce que t'es rousse naturelle, je veux ouais, demander? c'est ça. Je pense que je fais comme partie des Weasley en général. Tu sais, j'ai comme un esprit familial, un peu comme leur famille. Je viens d'une grande famille. J'ai beaucoup de cousins et cousines, puis on est très proches. Fait que quand je vois les scènes de famille des Weasley, on dirait que je suis comme à la maison. Fait que... nice! C'est vrai que leur maison est très invitante. Oui. Ouais, tu sais, je ferais mes parties de Noël chez eux, là, puis... J'adore ce lieu. Ouais. Fait que c'est ça.
Moi, j'ai souvent dit au podcast, mais... je dormirai pas là, certain. Mais non, mais pour de vrai, ça commence à changer. Mais tu sais, ça file les parties, là, de... Les enfants vont dormir sur le lit où il y a les manteaux, des grands-parents, puis des mononcles, ma tante, puis ça danse jusqu'à des petites heures du matin dans la C'est cuisine. sûr que tu casses quelque chose. Tu veux prendre une tasse pour un café, puis tu casses un vase. Il y a plein d'affaires partout. Mais puis dans c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que, Tellement. Une maison à maintes surprises. Ouais. Cool, ben merci. Donc là, comme j'ai dit, on va parler d'art et de musique dans les films. On n'a pas vraiment, dois-je le dire, on n'a pas tant de structure, mais vous êtes arrivés préparés avec beaucoup de connaissances. Là, je vais juste le répéter. Oli, toi, t'es artist peintre, puis Hello, toi, tu travailles en cinéma, t'es assistante réalisatrice, t'as un bac en cinéma? Oui, exactement. Okay. Donc, tu as eu des cours aussi. Avez-vous étudié des fois les films d'Harry Potter dans vos cours? Pas les films comme tels, mais des fois, on avait, par exemple, fallait étudier, musique de film. Fait que là, on pouvait choisir le film qu'on voulait. Fait que moi, j'avais déjà pris Harry Potter. Mais j'ai jamais eu de cours que d'emblée, on étudiait Harry Potter. OK. Mais ça m'est arrivé des fois, c'était comme sujet libre un peu. Fallait prendre un film, puis là, je pouvais le prendre. OK, parfait. Puis, Oli, toi, c'est sûr qu'étant un artiste, j'assume que ton intérêt pour l'histoire de l'art et ta connaissance de les courants d'art qu'il y a eu, c'est tout ça, faut le dire, courants artistiques. Oui, il y a plein d'époques. L'art, la culture, ça raconte l'histoire humaine depuis 6000 ans et plus. Là. Même dans le film Le prisonnier d'Azkaban, quand Rogue fait une présentation, puis il y a son PowerPoint, là, j'y reviendrai, mais il fait référence aux grottes de Lascaux où les humains mettaient leurs mains sur des cavernes. Fait que l'art, depuis le début des temps, surtout à des époques où les gens ne savaient pas lire ou écrire, les représentations visuelles ont toujours servi à conserver l'histoire, puis à raconter entre nous les mythes, les légendes, les connaissances, les principes religieux, les codes d'éthique, les peurs, les fantasmes. Donc, autant dans le vrai monde que dans le monde d'Harry Potter, l'art sert un peu à la même chose, à raconter cette histoire-là. Wow! Tu me donnes le goût de... Mais je viens de dire ça, puis je savais pas... Je pense que ta question, c'est genre « ça va », puis je viens de dire ça, là, genre, je savais pas... Non, mais j'ai juste dit « ouais, toi, t'as un intérêt pour l'art puis l'histoire. » Puis dans le fond, là. Dans le fond, finalement, pour faire une histoire courte. Mais non, je suis très intéressé par l'art. Aujourd'hui, moi, je suis créateur d'art contemporain. Je suis dans une branche commerciale, donc je suis pas nécessairement dans l'aspect académique ou l'aspect muséal, je suis vraiment plutôt dans l'aspect galerie. Donc, j'ai une vision commerciale, j'ai un bac en marketing et en administration. Donc, ça atteint un peu mon expérience de l'art, mais je m'intéresse beaucoup aussi à quoi sert l'art en général, puis pourquoi c'est pertinent de regarder, comme on en parlera tantôt, une tapisserie des années 1500, pourquoi c'est encore important de conserver ça, puis de voir quel message ça porte. Pourrais-tu brièvement, parce que hier, quand on se parlait pour l'épisode d'aujourd'hui, tu me disais, puis je sais pas si c'est encore dans ton plan, là, d'expliquer un peu justement c'est quoi qui se passe quand tu regardes une œuvre d'art, qu'est-ce que tu dois observer, qu'est-ce que ça te fait, l'importance de... Je pense que tu voulais un peu comme... On pourrait en profiter pour plonger dans un sujet. OK. J'ai un guide du débutant de comment apprécier une œuvre. J'ai été propriétaire d'une galerie pendant 3 ans et j'ai vu énormément de monde qui se connaissent peu en art visuel. Puis ma job, c'était de les intéresser puis de leur parler en langage vraiment normal de qu'est-ce qu'on voit ici, qu'est-ce que ça peut vous évoquer, puis tout ça. Fait si vous me le permettez, je vais vous donner des images pour que vous jouiez avec moi. Alors, je te donne ça et je te donne ça. Ce que vous voyez sur la première feuille, c'est un décor des films. C'est la chambre des... comment on l'appelle? La salle commune de Gryffondor. La salle commune de Gryffondor. Alors, il y a au fond de la salle commune une tapisserie qui est très importante dans l'histoire de l'art réel et qui est très importante aussi dans l'art d'Harry Potter. Alors, en se référant à ces images-là, je vais vous poser des questions pour vous amener à interpréter ou à vivre l'expérience d'une œuvre d'art. Puis ce guide-là s'applique à n'importe quelle autre œuvre qu'on pourrait voir dans la vraie vie. Oh my God, je vais tellement être poche! Non, mais c'est ça qu'il ne faut pas se dire. La première chose la plus importante, c'est de rester ouvert puis de prendre le temps. Quand on arrive devant une sculpture dans la rue, il faut juste s'arrêter, respirer puis dire ce qui s'en vient. OK. Alors, première impression. Regardez, ressentir, prenez le temps. Qu'est-ce qui attire votre attention en premier? Quels sont les... est-ce que c'est des couleurs ou des formes ou des symboles? Qu'est-ce que vous voyez, vous, sans savoir c'est quoi le contexte derrière cette tapisserie-là? Il y a beaucoup de rouge, là. C'est très vif, là. Les couleurs sont vives, quand même. Mm-hmm. Je comprends quand même pas pourquoi il y a autant de rouge.
Le rouge et le doré, à l'époque de la Renaissance, cette tapisserie-là vient des années 1500. À cette époque-là, ça représentait ce qui est l'aspect royal. OK. Le rouge était un pigment très, très cher. Donc, quand les peintres utilisaient le rouge, ça montrait une certaine puissance, une certaine richesse. Donc, pour les rois et les reines et les papes et tout ça, le rouge était, au même titre que l'or, quelque chose de très cher. Pour Harry Potter, c'est le rouge et le or de Gryffondor. Je remarque la présence de beaucoup d'animaux, autant dans la scène principale que juste dans la tapisserie autour, là, disons, là, des petits lapins, des Il y a un moutons. singe aussi. Ouais. Est-ce que ça vous provoque une émotion ou est-ce que vous êtes plutôt froide? Est-ce que vous êtes plutôt neutre? Ben, moi, je suis quand même neutre dans le sens où j'essaie Ouais. de comprendre ce qui se passe. Là. L'aspect émotif pour quelque chose d'aussi âgé est des fois plus dur à atteindre. On est plus dans une réalité historique qui est distante de la nôtre. Alors, le contexte. Là, l'artiste, on ne sait pas c'est qui exactement. Même dans les vrais faits, là, l'artiste est inconnu. Ah ouais? OK. Ouais, l'artiste est inconnu, mais ça a été créé autour de 1500. OK. Puis là, ça, c'est conservé dans un musée en France. OK. Pourquoi vous pensez que cette tapisserie-là a été faite dans le vrai monde? C'est quoi l'intention? Moi, je la connais déjà un petit peu, là. Fait que Ok. je veux pas trop spoil qu'est-ce qu'il y a dessus, mais tu sais, c'est sûr Ben, qu'il y a il y a comme... Mais il y a une madame qui reçoit, c'est quoi, là? T'as une petite fille qui ouvre un genre de coffre à, comme, peut-être sa mère. Je vois pas trop c'est quoi qu'il y a dans le coffre. J'essaie de comprendre. Ben, tu sais, clairement, il y a beaucoup de richesse dans la... Oui, c'est Tu sais, des il y a gens une riches. licorne, c'est quand même précieux. Il y a un lion, il y a une offre de cadeaux, il y a... Cette tapisserie-là s'appelle « À mon seul désir ». Elle fait partie de 6 œuvres. Les 5 premières représentent les 5 sens. La 6e représente ce qu'on pourrait interpréter comme le 6e sens, mais c'est pas nécessairement clair. C'est celle-là qui représente le 6e sens, qui est le plus mis en valeur dans la chambre de Gryffondor. On l'appelle comment? La maison? La salle commune. La salle commune, merci. Mais les 6 tapisseries sont présentes dans le décor. Et, ouais, les 6 sont là. On ne voit, dans le décor. Le décor a pris... Impôt. La salle commune de Gryffondor a pris 3 mois à mettre sur pied. C'est la même durée de setting que ça a pris pour faire le grand hall le dining hall. Là. Mais en même temps, il y a tellement de choses dans la salle C'est commune. une des pièces qui a pris le plus de temps à monter en termes de décor. Il y a une attention, là, il y a une finesse, là, il y a une attention à tous les détails. Puis tu mentionnais les animaux qui sont présents. Il y a la licorne et le lion. Bon, le lion qui représente Gryffondor. La licorne qui représente quelque chose plus dans le mystère, dans la pureté, dans la vie aussi éternelle. Et Harry Potter, qui est The Boy Who Lived, et a eu un lien avec la mort très spécifique. Il a survécu d'une façon miraculeuse. Et la licorne, dans la mythologie de la Renaissance, dans la mythologie antique, représente aussi une espèce de résistance à la mort, une espèce d'éternité. Donc, cette murale-là, qui a été reprise par l'équipe de design qui a créé là, cette chambre-là, elle correspondait à plein de critères. Donc, ils se sont dit, on la réinvente même pas. On la prend telle quelle, on la met dans notre salle de Gryffondor, puis ça fit exactement avec ce qu'on veut raconter dans cette salle-là. C'est juste que, Fred, peut-être que tu la vois pas bien dans la salle commune, c'est juste que l'entrée de l'escalier est directement dans le milieu de la tapisserie. Fait que c'est plus le contour que tu vois bien. T'sais, elle est ici, là, entre les deux tableaux, mais il y en a une partie aussi qui est cachée. Puis dans les films, on voit mieux l'escalier. Je sais pas si je m'exprime bien, là, mais tu parles surtout de cette photo-là? Ouais, c'est ça, c'est que les plans qu'on fait souvent dans le film, c'est qu'on voit l'escalier, fait qu'on voit très peu souvent la partie aussi qui est comme tout le grand détail, là, on l'aperçoit beaucoup moins dans les films. La partie qu'on voit le plus de la tapisserie, c'est où il y a l'escalier, mais comme il y a un trou pour l'escalier... C'est quand même incroyable qu'il ait mis tellement d'attention à ces détails-là qui passent tellement vite aussi. Mais ça crée, ça contribue quand même à créer l'univers. D'ailleurs, dans la salle de Serpentard, il y a une tapisserie qui fait écho à celle-là. Chez Gryffondor, donc la femme, elle caresse ou est toujours en relation positive d'égalité avec les animaux qui l'entourent, alors que dans la salle de Serpentard, il y a aussi une tapisserie équivalente à celle-là, dans laquelle on voit la chasse à la licorne. Donc, les gens de Serpentard chassent l'espèce d'animal sacré qui représente le divin, essayent de l'encabaner. Aussi, il y a une autre murale où on voit une licorne dans un enclos. Donc, ils ont une relation très, très différente avec ces animaux mythiques. J'en reviens pas. Et moi, ça me fascine, là, toutes ces affaires-là de département artistique, comment on met du temps, puis du temps, puis du temps dans tout ça pour des petits détails. Mais en même temps, ces détails-là n'étaient pas là.
ça ferait pas justement la beauté de tout ce qu'on voit à l'écran puis ce qu'on sait, là. Mais il faut un podcast pour le dire, pour que les gens le sachent, parce que je veux dire, si tu fais pas les recherches, puis que, tu sais, je veux dire, puis même eux le savent, là, quand ils font cette décision-là, de créer cette tapisserie-là, ils savent bien que, comme, il faudrait juste vraiment quelqu'un qui connaisse bien cette toile-là, cette œuvre-là pour la reconnaître. Sinon, les autres, même pas remarqué, moi, qu'il y avait... tu sais, je pensais que dans la salle commune de Gryffondor, il y avait des tableaux. Puis oui, une tapisserie, mais comme plus... à peine. Ouais, décorative. Ils l'ont mis rouge avec du doré pour le motif, fun. Ben, on la ressent médiévale, je pense, quand on la voit rapidement. On comprend qu'il y a une espèce de... Tu sais, aux côtés, par exemple, d'une armure, puis de vieux tableaux, on comprend l'ambiance médiévale. Il y a quelque chose aussi dans les choix artistiques de brouiller la temporalité. Dans quelle année on se trouve? Ben là, c'est sûr que c'est nommé dans les livres, mais quand on arrive à Poudlard, il n'y a pas vraiment d'année, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de... tu sais, on est dans une temporalité très floue, d'où l'utilisation de symboles médiévaux, contemporains, ou même de culture d'époque, vraiment, là, à tous les époques, là, tu sais, il y a des références nommées, là. On cherche à ce que ça soit pas clair, on est vraiment dans quel monde. Cool! Ben, merci pour le petit exercice. Plaisir. Moi qui étais comme, je sais pas ce que ça me dit, là. OK, ben merci pour ça, Ali. Et l'autre, avais-tu autre chose à dire par rapport peut-être à la tapisserie? Là, tu disais que tu la connaissais bien, mais sinon... Ouais, ben c'est à peu près ça que j'avais déjà lu, mais Ali résume ça bien mieux que moi. Oui. Ben moi, je sais tout ça depuis hier. Alors... Mais cela dit, avant de faire, tu sais, on a l'air bien hot là, de savoir qu'il y a une tapisserie, là, mais moi, avant de commencer à faire des recherches là-dessus, je l'avais pas vu non plus, la tapisserie. Là. C'est juste que je me suis rendu compte que c'est ça, elle était là, puis qu'on s'en est jamais vraiment attardé. Puis il y a probablement plein d'autres œuvres insérées comme ça un peu partout dans Poudlard, probablement. Il y en a qui sont inspirées d'œuvres réelles. Il y en a qui sont littéralement prises et copiées-collées comme celle-ci. Comme celle-là. OK. Cool. Si on parle un peu de musique là, pour sauter de art à musique, si on y va un peu dans l'ordre, premier compositeur dans les films, on a John Williams. Le grand John John, qui a fait les 3 premiers films, qui a fait aussi rapidement là, les d'autres bandes sonores connues. On a Indiana Jones, E.T., Jaws, Star Wars, Superman, Home Alone, Jurassic Park, Schindler's List. Genre, pardon, là. C'est quasiment toutes les plus belles mélodies. Là, c'est fou, tout ce qui marque... Tu sais, ce qui est fou avec lui, c'est que t'as même pas besoin de voir l'image du film. Tu fais juste entendre les 2 premières notes de la musique, puis tu sais c'est quoi le film qui joue. À quel point tu peux être iconique constamment. Tu sais, il n'est pas juste iconique une fois, il est iconique à chaque tune qui nous lâche. Ouais. Puis tu sais, il crée quand même une ambiance unique à chaque film. Là. Tu sais, c'est pas une reprise où, tu sais, des fois, il y a des compositeurs que tu le sens que c'est sa signature parce que, bon, on retrouve... Mais lui, ça change, là, je veux dire, dans Jaws puis Indiana Jones. Là, oui, tu sais, Indiana Jones, tu le sens que c'est comme de l'aventure. Je sais pas comment dire, mais Harry, tu le sens que c'est magique. Ouais, c'est ça. Il a été bon pour ça. Exactement. Mais comment on le sent? Pourquoi on le sent? C'est ça. C'est par le choix des instruments, puis par le choix de... des tonalités qu'ils utilisent. Puis, il faut savoir aussi que la musique dans les films, c'est utilisé comme un personnage. Fait que là, je suis pas créatrice de musique de film, là, mais j'en connais quand même assez pour pouvoir vous expliquer un peu. La musique, c'est traité comme un personnage. Fait qu'il faut savoir un peu l'intention du personnage dans notre film. Qu'est-ce qu'on veut qu'il amène à notre film. Jaws, la musique, c'est un personnage. La même chose dans Harry Potter, il y a des musiques qui sont attitrées à des personnages, puis il y a des personnages qu'on sait même pas qu'ils existent vraiment. Tu sais, comme Lily, ben c'est un personnage, mais on l'a jamais vraiment vu, puis elle a pas sa place, mais quand la musique est là, on dirait qu'elle est là quand même. Fait qu'il y a quand même une technicalité, puis tu sais, il y a des musiques qui sont là pour ambiance sonore. Tu sais, il y avait l'environnement, puis qui donne un peu le ton, puis il y a des musiques que c'est vraiment... Tu sais que Edwidge arrive, tu sais que Severus, il rentre dans le corridor. Tu sais, il y a comme des trucs vraiment de particulier avec certains personnages versus une ambiance juste pour... tu sais, je veux dire, s'il se prend dans la forêt puis il n'y a pas de petite musique, ça peut être longtemps de checker du monde marcher. C'est clair, c'est clair. La musique change beaucoup ce qu'on va ressentir, évidemment. Puis tu l'as bien dit, là, je veux dire... C'est vrai que... Mais surtout dans les premiers films, là, je pense que c'est là que certains... thèmes ont été définis là, pour les personnages, pour aussi les différentes émotions, peut-être. C'est ça qu'on ressent au travers du film. Là.
sais, là, ça, c'est comme Poudlard à its best, là. Ouais, c'est ça ouais. que je pense quand j'entends ça. Puis tu vois, les 3 premiers films, c'est John Williams qui a fait la musique. Ouais. Fait qu'il a comme un peu donné le ton à la suite. Puis c'est ça que je disais un peu plus tôt à Oli, c'est que ils ont changé quand même. Il y a eu 4 compositeurs hein, sur les films, Ouais. mais on sent quand même un lien entre tous les compositeurs. T'sais, ils sont pas arrivés avec une nouvelle signature puis voulant tout changer. Ça a quand même bien évolué entre chaque film. Puis le dernier au premier, ben il y a des trucs qui reviennent. Ils ont quand même repris un peu la touch John Williams. Je me demande d'ailleurs comment ça peut fonctionner les droits d'auteur quand, par exemple, John Williams crée une mélodie, puis le prochain, Nicolas Hopper, il reprend ce thème-là pour refaire une propre tune sur une autre scène qui ressemble vraiment plus, mais qui a quand même un rappel mélodique, par exemple. Y a-tu des scènes qui vont à John Williams? En fait, je pense que c'est juste Edwidge Theme qui a été repris, me semble, dans les autres. Ah ouais? Ça, c'est la seule affaire, parce que ça, c'est vraiment la signature d'Harry Potter. Puis tu l'as à chaque couverture de film, intégrée dans une piste faite par le nouveau compositeur. Mais là, tu sais, je dis ça, puis j'y vais juste par de ce que je me rappelle. Ouais, parce mais que, des tu sais, fois le aussi, ça, tu l'entends plus après le 2. Ouais. Puis tu sais, des fois, oui, l'artiste a signé le truc, mais aussi ça l'appartient à la boîte de production jusqu'à certains points. Fait que là, parce que tu sais, il y a des trucs là, qui sont dans les films Harry Potter qu'on retourne dans Fantastic Beasts, là, que la signature musicale a su un petit peu, mais c'est parce que là, un moment donné, c'est comme une chaîne de films, là. Fait qu'il faut qu'il y ait une unicité, même si un peu tout change, là. Faut qu'il y ait une signature qui reste un peu égale, là. Pour les droits d'auteur aussi, je me posais la question par rapport aux œuvres visuelles, parce qu'il y a plein de créations originales, il y a plein d'artisans, d'artistes extraordinaires qui ont participé à créer tellement de stock, tu sais. Puis, entre autres, on a même Mina Lima, là, qui est une boîte de design graphique, qui aujourd'hui ont des boutiques dans lesquelles eux-mêmes vendent le travail qu'ils ont fait sur la franchise. Mais la plupart des autres artistes, ils signent à peine leur travail parce que ça appartient vraiment à Harry Potter World, à J.K. Rowling, machin, là, tu sais. Qu'eux pourraient pas, mettons, vendre un print de leur œuvre, même si c'est leur œuvre, ils l'ont fait en tant que je travaille engagé pour vous. par la compagnie. Mais... Après, faudrait que je regarde dans les génériques, est-ce qu'ils ont donné un crédit au générique? Probablement peut-être que oui, parce qu'ils sont nommés dans les livres. C'est ça. Fait que, tu sais, s'ils ramènent le crédit, c'est comme quelqu'un qui crée les costumes, ben, il crée les premiers costumes, mais si on réutilise les mêmes costumes, puis c'est plus la même personne, c'est plus à eux autres. C'est plus au créateur. C'est comme même si c'est lui qui a dit, ben, Gryffondor, là, ça va être comme ça. Mais justement, couleur, ça se peut-tu que John Williams ait dit oui, OK, mais juste Edwidge Theme, tu sais, ce que je disais justement, c'est juste pas mal ça qui revient, tu sais, parce qu'elle n'a pas le choix, là. On va pas réinventer un thème à chaque fois, à chaque film, ça marcherait pas, là. Qui est comme le thème, qui fait reconnaître un peu le truc. Exact. OK, super, merci pour ça. Mais c'est tellement des... Mais, tu sais, on va en reparler tantôt, mais les 2 premiers films, c'est très unique dans la trame sonore, dans le magic element qu'on disait là, de John Williams. Vraiment plus présent, je trouve. Puis quand j'avais compris que c'était aussi John Williams qui faisait le 3e film, j'étais surprise. Parce que ça paraît peut-être un petit peu moins. C'est vrai que c'est différent. Tu sais, A Window to the Past, que tu connais à la flûte, Oli, la chanson de Lupin, là, je sais, voyons, c'est quoi déjà? En tout cas, la tourne à la flûte, c'est ça. Tu sais, ça fait pas que ça fait moins de John Williams, mais on dirait que lui-même, il s'est comme un peu peut-être challengé, rendu au 3 pour faire un peu différent, puis aller ailleurs. Puis c'est une question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est à quelle étape vraiment qu'un compositeur, c'est ça, va créer la trame sonore. Tu sais, probablement que ça change, mais tu sais, moi, dans ma tête, il faut que tu ailles quasiment la scène toute prête devant toi pour être sûr de faire une musique qui fit vraiment bien avec l'action, comment elle se déroule, que ce soit les émotions des personnages, ce qui se passe dans la scène, évidemment. Donc, est-ce que tu sais un peu, c'est à quelle étape? Ça dépend du film. En général, c'est plus quand il y a les premières images de montée, là. C'est pas nécessairement au film final, mais quand le premier montage est fait, le compositeur peut commencer à regarder ce qu'il y en est puis de composer la musique. Mais des fois, on veut une musique déjà faite pour la scène. Mais ça va dépendre, tu sais, souvent on fait des guides de musique. Fait qu'on crée une musique pour nous donner un peu le ressenti qu'on veut avoir pour le film. Puis des fois, ça l'aide au monteur à aider à monter la scène un peu dans l'ambiance qu'il a besoin. Ou même en tournage, des fois, on va partir la musique pour aider à l'acteur, au réalisateur à mettre comme tout en place pour donner le vibe qu'on veut donner. Cela dit, c'est
plus en montage après que la musique va être créée. Parce que la musique, des fois, justement, là, quand il y a genre le petit ding, puis après ça, il se passe de quoi, là, c'est pas comme « Hey, ça tombe bien, la musique arrive au bon moment », tu sais, c'est comme tout est pensé, là. Puis souvent, la musique vient appuyer aussi une scène, vient appuyer un moment, vient appuyer un événement, une annonce. Fait que ça se fait plus après. Mais cela dit, il y a des musiques que des fois, tu sais, si on entend une musique hyper connue dans un film, ben elle est peut-être choisie avant, puis c'est comme, on veut que ce soit cette musique-là. Puis on l'utilise après en tournage pour aider les acteurs, où on sait qu'à ce moment-là, tu sais, nous, des fois, on le marque, là, on a un plan de travail, puis là, on dit, hey, cette scène-là, il va y avoir cette musique-là qui va jouer. Fait que ça peut aider à donner le ton un peu à la scène. Je pense à une tune qui est associée à Professeur Lockhart. C'est genre... Mais je peux pas croire qu'il aurait fait ça, ben peut-être John Williams, avant de voir l'acteur comment il agit justement devant la caméra, tu sais, donc ça je me dis ça se peut pas qu'il l'ait composé avant. Sûrement non, il l'a sûrement fait en s'inspirant justement de la façon, la gestuelle du comédien, puis tu sais un peu parce que ça fit tellement là, l'univers du personnage, puis avec la musique, mais c'est ça, la musique vient encore plus faire comme regarder ce personnage comment il est comme weird et spécial et clown et comme méchant personnage. Fait que des fois la musique elle vient comme tu enlèves la musique ou change la musique complètement là, t'as un autre personnage là. Fait que des fois la musique est là pour bonifier un ambiance. Ce qu'on va recevoir du personnage un peu, genre ce qu'on va percevoir aussi, ce qu'on va ressentir. Puis ça devient presque le personnage en lui-même, tu sais, puis la même chose, tu pars la toune 15 secondes avant de voir le personnage, tu sais qu'il s'en vient là. Tu sais que tu vas le voir, puis ça l'annonce des trucs, fait que Puis il y en a quand même vraiment beaucoup. Dans les films, là, il y en a vraiment beaucoup. On s'en rend pas trop compte, mais il y a plusieurs personnages qui ont leur propre musique. Là, Ombrage a sa musique aussi. Severus a sa musique. Ça, je savais pas. Ben, il y a la chanson de Lily. Tell me more. Ah oui, OK, Lily's Theme. Ouais, dans le fond, tout le dénouement... tu sais, quand on voit la scène qui est petit avec Lily, bon, ça, c'est la première fois qu'on l'entend. Ensuite, on entend la musique quand il est en train de mourir, puis Harry récupère la petite larme pour la pancine. On entend la chanson. Puis après ça, on entend la chanson quand Harry arrive dans la forêt pour mourir. Puis c'est comme les 3 fois qu'on l'entend, la chanson. J'ai même pas remarqué qu'on l'entend à ce point-là, à répétition. Ouais. Puis ça, tu dis que c'est comme la chanson qu'on devrait associer à Rogue et Lily. Genre, oui, c'est ça. C'est comme si Lily était comme là, mais tu sais, elle est tellement là avec lui tout le temps que ça fait comme bonifier une présence. C'est comme une façon de dire qu'ils sont tout le temps ensemble. Ouais. Mais là, c'est mon interprétation. C'est un lien aussi entre Rogue et Harry. C'est ça, exactement. Ce qui est comme ceux qui les unit. Puis là, quand ils... après, c'est ça, les films puis l'art, on peut toujours interpréter ça comme on veut, mais tu sais, lui, après ça, il retourne dans la forêt, puis là, Severus, il est plus là, mais sa mère, elle apparaît, puis là, la musique est là, fait que c'est comme... C'est ça. Puis c'est quand même une expression de la mort, là, cette chanson-là, là, quand tu y penses. Lily est décédée, lui, il décède, Harry marche vers la mort sur cette chanson-là, fait qu'il y a comme... Mais tu sais, des fois, c'est subtil, là, c'est des petites répétitions comme ça, de choses qui reviennent, puis qui nous donnent un petit cue. D'ailleurs, les musiques, des fois, nous donnent des indices là, sur ce qui arrive. Là. Ah! Je l'ai... moi, as-tu un exemple? Ouais, j'en ai vraiment un bon. Mais là, ça, j'ai découvert ça comme cette semaine. Là. Ça, même moi, je le savais pas. Là, je vais prendre mes notes parce que je vais être sûre de vous dire la bonne affaire. Là. Dans Le prisonnier d'Azkaban, quand ça part... Yes. Tu sais, la chorale là, avec les crapauds. Là, je chanterai pas la toune, là, mais vous l'avez peut-être en tête. Là. Something wicked this way come. Tout pris de Macbeth, là, apparemment. Là. Ouais, c'est ça. OK, excuse. C'est que la pièce de Macbeth de Shakespeare, c'est l'histoire de la mort, de prophétie et de paradoxe. C'est quoi Les prisonniers d'Azkaban? C'est exactement ça. Tout l'aspect d'une nation. Il y a tellement de belle attention à l'art dans le 3. Alfonso Cuarón est tellement bon sur les détails. Ouais. Mais apparemment, justement, ça, c'est parce que lui, il était full fan de Shakespeare. Là. C'était comme lui qui a décidé là, de mettre ça. Là. Il a décidé de mettre que sa première scène, ça raconte exactement toute l'histoire du film. Après, comme téléspectateur, tu le vois pas, ça. T'es comme, c'est drôle, la petite chorale au début, mais finalement, je suis tellement content pour lui. Là. Je suis tellement fier de lui. Là. Que lui, il le sache, puis que nous, c'est pas grave si on le sait ou pas. Je trouve que c'est tellement... du grand génie. Là, moi, je trouve ça bright, ceux qui font ça, là, mettre des petites affaires de même, puis ça même pas.
Il s'en vend même pas. Il va même pas prendre le micro pour dire « Hey, tout le monde, vous voyez ce que j'ai fait? C'est Avez-vous vraiment vu ce que hot, j'ai je suis fait? vraiment bright. » Non, il a même pas besoin de le dire. Il est à l'aise. Ouais. Son film est bon, il s'en fout qu'on le comprenne ou pas. Donc, c'est ça. Ça, c'est un indice dans la musique de ce qui s'en vient. Des petits trucs qui s'en viennent comme ça. Puis il y en a beaucoup, là. Peu importe le film que vous écoutez, là, moi, je suis rendue que des fois, j'écoute le film puis je peux quasiment dire ce qui s'en vient parce que tu l'entends pas, la musique, mais finalement, elle est là. Puis ça l'annonce des choses. Fait qu'il faut juste être attentif. Puis là, je dis musique, là, ça peut être la musique, l'ambiance sonore, la trame sonore qui part. T'sais, justement, si un personnage est associé à une musique puis qu'il n'est pas supposé d'être là, mais que la chanson commence, ben dis-toi que ça se peut que finalement, il y a un revirement de situation puis qui arrive dans la scène. Fait que c'est d'être attentif à l'environnement sonore. Il y a beaucoup de petits trucs cachés, des petits indices cachés comme ça qui sont dans la musique. Malade. Très fan. J'adore. Ça me satisfait tellement à plusieurs niveaux. Là. On est sur Alfonso Cuarón, qui est un Mexicain, un fier Mexicain. On en a pas tant que ça dans à Hollywood là, qui se démarquent autant. Oui. Il y en a-tu beaucoup? Non. C'est ça? Non, oui, je suis d'accord. Exact, il y en a peu. Et lui, il fait ça extraordinairement bien. Et il s'est gâté avec des références artistiques, comme tu le mentionnais. Des petites affaires cachées là, qui sont super le fun, comme il y a une sculpture à l'extérieur. Là, il y a des moments de citrouille là, dans ce film-là. Là. Mais il y en a dans tous les films. Là. Mais il y a une sculpture avec un aigle qui a un serpent dans la bouche. Et c'est le symbole du drapeau mexicain. Alors, le beau Alfonso s'est gâté sur plein de petits clins d'œil comme ça. Et où la statue? Attends, je comprends pas. Elle est dehors, là, sur le bord de la... Dans la cour intérieure de Poudlard à l'extérieur. Ouais. Okay. Puis on la voyait dans ce film-là. C'est pas une sculpture qui a une... On dirait que je la vois proche pas. de la fontaine, peut-être? Quand... T'as-tu une scène en tête où qu'on la voit? Je l'ai vue sur un screenshot, puis je pourrais pas te dire ça vient de quel bout. Je vais regarder en ligne. Mais c'est-tu comme... c'est-tu un moment qui marche pour aller, mettons, Préolard? Ça passe vite, là. Elle est comme dans le coin d'une scène qui tourne, là. OK. T'es-tu là-dessus? Oui. Statue de l'aigle et du C'est serpent. juste pour bien l'illustrer, surtout aux gens qui écoutent audio, que je puisse vraiment... Dans le film Alfonso Cuarón, le 3, il y a une scène extraordinaire où Rogue... Je n'ai-tu parlé au début? Rogue avec son PowerPoint. Mais c'est pas un PowerPoint, là, c'est genre des... Non, tu l'as mentionné brièvement. Je l'ai mentionné brièvement. Alors, Rogue, il fait une présentation pendant que Lupin est pas là. Lupin est en congé maladie ce jour-là parce qu'il y a une pleine lune, probablement. Et là, Rogue se clenche une présentation avec des objets de l'Antiquité. Il va nous présenter quelque chose qui ressemble au vase de Dolon, qui est dans la vraie histoire de l'humanité, raconte l'Iliade de la mythologie grecque, qui est un vase qui a eu pendant longtemps une grosse fonction culturelle et pédagogique. Et là, Rogue nous le clenche dans sa présentation. Il nous montre aussi l'homme de Vitruve en forme loup-garou. L'homme de Vitruve, qui a aussi une grosse fonction pédagogique et culturelle dans l'histoire, parce que Léonard de Vinci, en 1490, avait fait ce dessin-là pour référencer un homme de l'an -100, qui était un architecte qui avait utilisé les proportions du corps pour les rapporter à l'architecture des bâtiments. Et donc, Rogue nous clenche plein de symboles comme ça, avec toujours en ramenant le loup-garou. Donc, il transforme l'histoire. Et c'est là qu'il nous mélange un peu, parce que là, il nous fait croire que même dans notre histoire humaine normale, régulière, dans le fond, on pourrait tout se tromper. Puis les références mythologiques pourraient être vraies, finalement. Que quand on voit, mettons, des hiéroglyphes égyptiens, nous, on se dit « Ah, il voulait dire des choses bien banales, mais dans le fond, peut-être que ça existe. » Parce que dans le film, c'est ça qui nous font miroiter un peu. Mais ils ont transformé Mais ce que j'aime de cette scène-là, c'est que ça nous rappelle la fonction pédagogique de l'art visuel, puis à quel point c'est grâce à ces images-là qu'on peut comprendre ce qui se passait en l'an 500, en l'an -500, des époques où souvent l'écriture était peu présente. Et donc, voilà, le bon professeur qui prend de l'art, de l'histoire de l'art pour nous faire croire que les loups-garous ont toujours été présents parmi nous, mais que on les a juste pas vus, remarqués. Dans le fond, ils étaient là. Mais c'est ça, c'est vraiment une décision comme artistique et choisie par Alfonso Cuarón parce que, bon, mettons, Rogue, il fait le cours
sur les loups-garous dans le livre aussi. Mais tu sais, là, pour l'illustrer à l'écran, ça aurait juste pu être des images de loups-garous, peu importe, là, qui montent là, sur le projecteur. Mais c'est ça, c'est des... Tu sais, le vase, là, on dirait, je pensais, j'ai jamais vraiment remarqué, mais j'ai jamais fait le lien. Je me suis jamais demandé pourquoi c'est un vase, tu sais. Mais ça fit dans la scène. C'est parce que dans les vraies écoles, on sort le vase pour parler de la vraie histoire. Puis on raconte l'histoire de l'Iliade, de la mythologie grecque, de qu'est-ce qui se passait en moins 600 à telle île de Grèce. Fait que lui, en prenant ce vase-là, puis en faisant comme si, ben ça nous fait réfléchir. Ah, tabarouette, t'as pu, dans le fond, ça existe, la magie. Mais attends, ça, c'est le vase... Peut-être tu l'as dit, parce que j'étais en train de chercher ta photo, là. Oui. Fait que j'écoutais d'une oreille, mais j'écoutais... Ben, c'est-tu elle? Y a-tu de la neige? Tu te rappelles-tu, y avait-tu de la neige? Oui, c'est elle. OK, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est quand ils sont après Préolard, puis Ron et Hermione remarquent les traces de pas d'Harry dans la neige, puis là, ils vont le suivre. Il faut vraiment regarder vers la gauche de l'écran, puis vous allez remarquer, mais tu sais, il y a de la neige dessus, donc il y a un serpent puis un aigle. Fait que dans le fond, ça dure une seconde, c'est en dessous de la neige, puis c'est dans le coin à gauche. Fait que là, il avertit. Genre, vraiment, faut que tu le saches, là, encore plus. Ça a sûrement coûté vraiment cher, c'est sûrement. Ça a sûrement coûté... ce décor-là. Moi, j'irais à 5000 pour quelque chose que personne n'a vu. Ouais. En même temps... C'est pas si pire. En même temps, j'aime quand même ça, les petites affaires cachées de même que personne voit, mais que là, il y a... Oups, là, il y a un petit clin d'œil. Ce que je voulais demander pour le vase, là, c'était... Le dessin dessus, là, c'est un dessin qui a été fait pour le film, là. Oui, dans la scène du film, c'est un faux. Et le vrai ressemble sensiblement à ça. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est quand même proche. Là. Puis dans l'histoire grecque, c'est que le loup-garou ou la figure de l'homme qui se transforme en loup était une figure qui était représentée souvent sur les vases. Mais dans ces contextes-là, ça représentait beaucoup l'aspect animal, bestial de l'homme, le caractère impulsif, la perte de contrôle, ou même les états altérés, comme par exemple par l'alcool ou la drogue. Quand on a souvent les hommes, parce que c'est eux qui sont représentés comme des loups-garous, souvent là, dans l'iconographie, mais on les voit en perte de contrôle quand ils sont des loups-garous. Ça évoque la peur de nous-mêmes, de notre propre abysse psychologique. Et donc, on a un peu des références à ça dans le troisième tome. Merci. Pendant que Severus show off ses connaissances de l'histoire. Oui. Il aurait pu tout enseigner, Severus. Il aurait pu tout est bon dans tout. Ben, il enseigne l'histoire de l'art. Il le fait. Vraiment. Pendant un instant. Parfait. Moi, j'avais quelques petites notes sur 3 objets qui sont dans la coupe de feu. Là. C'est zéro assez deep et recherché que vous. Mais je voulais vous parler, c'est ça, de la coupe de feu. Les 3 objets dont je vais vous parler, c'est 3 objets qui ont été designés par, j'ai envie de dire Mina Lima, mais quand je le lisais, ça disait juste Mina. Parce que Mina Lima, c'est les deux, là. C'est leur nom ensemble. Mais on mentionnait vraiment juste Mina, la fille. OK. Fait que peut-être... Mina était sur le premier film. Et Lima s'est joint sur le deuxième jusqu'à la fin. OK, mais là, on est dans la coupe de feu. Fait que c'est ça. Peut-être que devrait être à job, je sais pas. Elle était ça 6 jours là, parce qu'elle dit, t'as rien fait. T'as rien fait, c'est tout moi. Juste mon nom. C'est juste mon nom là-dessus. Mais peut-être qu'il a été absent, on sait pas. Fait que dans le fond, mon premier objet, c'est la coupe des 3 sorciers. Avez-vous déjà remarqué que c'est des dragons? Les poignées. Non. 3 dragons qui représentent les 3 champions, mais je sais pas pourquoi c'est des dragons. Donc, elle s'est beaucoup inspirée de calices et de reliques là, historiques pour designer ce trophée-là, cette coupe-là. Mais les dragons, tu sais, je veux dire, OK, là, la première épreuve, c'est les dragons, mais en même temps, c'est pas ça à chaque tournoi des 3 sorciers qui selon l'histoire d'Harry Potter, est arrivé plusieurs fois. Mais c'est intéressant. Mais les dragons, tu sais, j'aimerais ça m'informer plus sur la symbolique vraiment des dragons dans l'univers d'Harry Potter. Peut-être qu'il y aurait un petit lien à faire. Ben, c'est très médiéval. C'est une autre référence très claire. Ici, là, ouais. Donc, puis dans Harry Potter, les dragons sont pas utilisés tant que ça de façon... Ben, je veux dire, il y en a un dans le sous-sol de la banque là, qui nous fait une scène. Il y en a aussi dans la compétition des Olympiades. Là. Mais sinon... Puis il y a le bébé là, dans le 1. Oui, il y a le bébé dans le 1. Là. Bon, il y en a quand même. Qui se gère pas, mais je veux dire... Étant moi-même fan de House of the Dragons, la maison du dragon, là, où les rides, là, ils ont des selles, ils en profitent du dragon. Je trouve que dans Harry Potter,
je veux dire, ils sont présents, mais ils sont plutôt en personnages secondaires. Ouais, ils viennent ponctuer certains moments des films. Mais je pense que c'est juste l'essence médiévale. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait de peut-être. plus. Puis c'était pour, tu sais, rendu là, à la place de faire 3 poignées basiques, tu sais, ça vient... C'est hot, là. Les beaux petits dragons. Good. Puis le deuxième objet, c'est l'œuf que justement il récupère dans la première épreuve pour avoir l'indice pour la deuxième épreuve. Mais moi, dans le fond, c'est très basique, là, les informations que je vous dis, c'est juste pour amener les gens qui nous écoutent à essayer de remarquer ces détails-là sur ces objets-là la prochaine fois que vous écoutez La Coupe de Feu. Ils sont tellement beaux et tellement originaux. Cet œuf-là est tellement original. Quand tu le vois au début, il y a un hibou, tu peux pas croire qu'il va remarqué? s'ouvrir. Il y a un hibou dessus. Sur l'œuf? Oui. Ah, ben oui. Ah, ouais. Magnifique. Et l'autre détail, dans le fond, ben, tu sais, regarde toute l'écriture. Ouais. Tu sais, c'est fou, là, les petits détails, mais je veux dire, l'œuf, on le voit s'ouvrir tellement rapidement, je suis certaine qu'on remarque pas l'hibou qui est là. Mais c'est aussi que sur l'œuf à l'extérieur, il y a un dessin comme d'une ville antique qui est dessiné, qui représenterait vraiment le village des sirènes dans le lac. C'est beau. À voir si on le remarque dans le film. Tu sais, ici, c'est gravé très subtilement. Là. On peut le voir un peu à côté d'Harry quand il caresse l'œuf avant de se coucher. Mais... Encore une fois, on est très content que le livre existe parce que sinon, on n'aurait jamais vu ce ça, détail-là. Il y a tellement de détails comme ça. Là. Et dernier objet dont je voulais vous parler, c'est la coupe de feu. La coupe de feu, elle est très grande. On la voit dans plusieurs scènes du film, mais est-ce qu'on remarque vraiment que la moitié de la coupe de feu, vraiment toute la base, est faite en bois? En arbre, là. C'est de l'arbre. Non, on vraiment. sait pas. Pour donner un aspect organique à la structure, pour aussi faire... c'est Stuart Craig qui a dit ça, qui est le designer. Ouais. Toi, hier, tu me parlais d'un autre. Non, c'est Stuart Craig. Oui, c'est le même. Ouais. OK, c'est ça. Dès le premier film, là, qui a participé à toute la conception visuelle, qui a aidé tous les différents départements artistiques pour créer les visuels. Fait que dans le fond, c'est Mina et Stuart qui se sont séparés un peu la job de la coupe de feu. Stuart qui a pensé à tout l'élément de bois pour justement, c'est ça, comme je disais, donner un élément un peu plus vivant, puis qu'on se dise, est-ce que la coupe est toujours un peu en train de pousser puis de grandir? Fait qu'un peu cet élément-là. Puis le reste de la coupe, vraiment, ben là, on est dans un style médiéval, puis elle a été décorée de certains petits symboles en lien avec la sorcellerie, là, puis le monde magique. Donc, tu sais, on se dit juste que c'est une coupe avec des flammes bleues qui sort de là quand on regarde le film, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Et c'est des petits détails qu'on remarque pas quand on le sait pas. Quand on le sait pas, on le sait Alors pas. voilà, ça, c'était mes 3 objets de la coupe de feu dont je voulais vous parler. Je les aime beaucoup, les objets. Il y a beaucoup de beaux objets. J'adore ce film. Est-ce que c'est un de tes préférés aussi, Oli? Ben, et l'eau. Puis tu disais le 3. Le 3, moi. Ton préf, c'est le 3? Ouais. Toi? Moi, c'est mon moins préf. Le 3? Non, la coupe de feu. OK, moi aussi. Mon préf, j'hésite tout le temps entre le 3 puis le 5. Je suis tout le temps... Mais moi, je vous avoue que le 6, 7, 8, dans ma tête, c'est le même, là, parce que souvent, je les écoute en même temps. Là, fait que dans ma tête, le 6, 7, 8, c'est un film, je l'aime beaucoup. Sinon, c'est le 3, puis mon moins préf, c'est le 2. Ouais, ça, c'est commun. Classique, hein? OK. Ouais. Parfait. Je suis quand même d'accord avec tes choix. Mais c'est vrai que le 6, 7, 8, là, c'est comme le même et long film. Là. Mais, mettons, je reviens à toi qui dis que le 5, c'est peut-être ton préf. C'est pourquoi? Parce que tu travailles en cinéma, puis je dis pas que c'est un mauvais film côté prod et réal. C'est juste qu'on avait un nouveau réalisateur. Ouais. On avait... c'est le seul film qui a un scénariste différent. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent... Puis en plus, c'est l'adaptation du plus gros de tous les livres d'Harry Potter. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que, tu sais... C'était pas le meilleur, le 5, parce qu'il y avait trop de nouveautés, là, puis que ça aurait pu être mieux fait. Mais toi, mettons, qu'est-ce que tu apprécies du 5? C'est sûr qu'il manque vraiment beaucoup de choses. Mais là, quand tu prends un livre aussi complexe, là, plus qu'on avance, plus qu'il y a de détails, là, on dirait que c'est comme pas la même affaire. Mais je sais pas, je trouve que les personnages sont plus assumés. On dirait qu'on est comme... Ils ont tous pris une coche de plus. Après, c'est sûr qu'il y a comme beaucoup de changements, puis ça, je suis d'accord, mais peut-être que moi, ça m'a fait du bien d'avoir une nouvelle vision un peu de... Ben c'est vrai que le 5, c'est comme le début de l'acte 2, disons, quand tu regardes ça comme ça dans la série au complet. Donc, ça, tu dois l'apprécier pour... Je trouve que ça marque le changement. Là. Le film part, puis tu sais que c'est comme... Oh, OK, c'est plus un film d'enfant avec la magie, puis comme, c'est le fun, là. Mais je peux comprendre pourquoi c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'essais, je pense, de vouloir marquer que le réal voulait marquer que c'était lui, le réal. Probablement un nouveau changement. Le scénariste a voulu laisser sa trace, peut-être. Fait que
c'est sûr que si on est un peu puriste, là, puis on voulait garder tous les petits éléments des premiers films, c'est vrai qu'il y a un bon clash. Mais moi, j'ai quand même apprécié le changement de... C'est ça, là, on dirait qu'on tombe dans un vrai game. Là. Il y a des nouveaux lieux aussi, comme le ministère de la Magie qui arrive au 5, qui est vraiment riche là, en architecture puis en la façon que c'est composé. Là. Ils l'ont fait d'ailleurs directement en dessous du ministère de la Défense à Londres. Le lieu dans le film, là, quand ils prennent, ils rentrent dans la petite cabine téléphonique, là, puis ils descendent. Là. Mais littéralement, ils voulaient évoquer que le ministère de la Magie était directement en dessous du ministère de la Défense pour, encore une fois, brouiller le monde réel puis le monde magique, puis nous faire croire que ça se pourrait vraiment. Puis dans l'architecture, c'est très rond, puis c'est vert émeraude à l'intérieur. Ça fait référence à des stations de train qui ont été fermées à Londres. Donc, c'est comme si un peu, ils auraient récupéré des vieilles stations de train pour faire le ministère de la Magie, pour qu'on y croit encore plus, puis que surtout les gens de Londres comprennent certaines références, ils fassent comme ça existe pour vrai, là, c'est vraiment caché, puis c'est vraiment... c'est vraiment là, en dessous du ministère. C'est vraiment... Mais tu vois, moi, le ministère de la Magie, c'est un de mes décors préférés dans les films. Fait que peut-être qu'il y a ça aussi, là, c'est tellement beau. C'est le plus gros, en plus, qui a été construit pour les films d'Harry Potter. Ça on peut vraiment le visiter, puis il y a des scènes où il y a tellement de monde, puis dans le making-of, tu vois vraiment le monde, là. Il y a des fonds verts pour certaines extensions là, en profondeur, mais il y a beaucoup d'extras qui sont dans le décor. Ouais, moi, j'écoute ces films-là des fois, là, puis je fais de l'angoisse. Là. Je suis comme, mon Dieu, les journées de fous qu'ils ont dû avoir à faire ces tournages-là, là, c'est au nombre de figurants qu'il y avait, puis tout le décor, puis le setup, mais en même temps, c'est ça qui est beau, là. Il y a tellement de films qui se font de plus en plus avec beaucoup d'écrans verts, d'écrans bleus, des trucs comme ça. Mais là, tu sais, quand tu le vois, là, ils ont construit presque tout le ministère de la Magie, là, la grande salle et tout, là. C'est malade, là. C'est incroyable. C'est malade, ouais. L'argent. C'est mon petit côté geek. Moi, quand je vois ça, je vois de l'argent. Ah, ben oui, tellement de moyens pour faire leur vision, c'est tellement extraordinaire. Mais... Bravo. C'est ça qui fait que c'est grandiose. T'sais, aujourd'hui, les figurants, quand tu as des grosses foules, ben il y a la première partie qui est plus de la vraie figuration, puis après, bon, c'est tout fait à l'ordi après, là, les grosses foules et tout ça. Mais au ministère de la Magie, il y avait de la figuration pour vrai, puis... Est-ce que j'ai le temps de vous parler d'une sculpture qui est au ministère de la Magie? 100%, oui. C'est le lien parfait. On est là, Parfait. On est au ministère. Je prends mon lien. Alors, au ministère de la Magie, dans le 5e, il y a une sculpture en or qui est une fontaine. Oh mon Dieu, je me rappelle pas du nom, mais c'est la fontaine de la fraternité magique. Oui? Il y a un autre titre. Ben, la fontaine de la fraternité magique. Parfait, je l'adore, ce titre. OK. OK. Ben, Breben, je sais pas si... OK. Ben, en tout cas... OK. Je vais continuer, mais il y a un autre titre. Moi, je l'ai étudié sur un autre titre. Mais c'est genre Breben quelque chose. Pas grave, vraiment. Non, mais je pense que tu as raison, là. Donc, on a tous les deux raison. Oui. J'espère. OK. Vas-y. Il y a une fontaine avec des créatures magiques qui sont en harmonie. La sculpture est en or et est pleine d'eau. Les gens font des offrandes de... tu fais un vœu, là. De galions. Non. Des galions. Oui. Mettre des galions dans la fontaine. Donc, cette sculpture-là est vraiment importante dans le film. Puis vraiment, on n'en parle pas, là, mais à un moment donné, elle change. Quand les Mange-Morts prennent le contrôle du ministère de la Magie, la sculpture est changée. Et ça m'a beaucoup fasciné, cette affaire-là. Alors, je vous ai fait imprimer des visuels et on va jouer au jeu de « Interprétons cette sculpture ». Donc, je vous donne chacun l'image de la sculpture. C'est la deuxième, donc celle qui remplace la première. Et je vais vous poser des questions. Premièrement, est-ce que ça vous fait vivre une émotion? Est-ce que vous voyez des détails? Et moi, je me sens pas bien quand je regarde ça. On se sent pas bien. Même chose. Oppressée, puis c'est comme... Je me sens à leur place. Donc, pour ceux qui ne la voient pas, là, on va la décrire rapidement. C'est un gros bloc monumental de genre béton. Tout est gris, tout est sombre, couleur pierre. Au sommet, il y a 2 sorciers avec une baguette magique qui font un pas vers l'avant avec un mouvement très dynamique et glorieux. Et en dessous de la sculpture, on écrase ce qu'on peut comprendre comme des moldus. Donc, c'est comme si les moldus soutiennent là, la puissance. Et d'ailleurs, sur le côté de la sculpture, je ne sais pas si on le voit sur l'image, le titre est inscrit en caractère gras « Magic is might ». La magie et la puissance, ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que vous vivez là, en voyant cette sculpture? Est-ce que vous êtes oppressé? Ah oui, complètement. Mais je pense que c'est ça le but aussi. Là. Tu le sens que... tu regardes la sculpture, t'étouffes, là. C'est vraiment angoissant. Là, on dirait, ça me fait penser, mettons, les pognés dans un bateau, dans une cave de bateau, plein de monde, un par-dessus l'autre. C'est l'espèce de... Manque d'air. De personnes comprimées dans une pièce où, je sais pas, il y a de quoi de terrifiant là, dans tout ça. La statue a été inspirée fortement d'une statue qui existe
Ah, je pensais que c'était... En Non, Russie. c'est pas ça, c'est ça. À Moscou, il y a une sculpture Ok. qui existe. Vous ne l'avez pas en image. Je l'ai plutôt ici. Et la sculpture s'appelle... Attends, je vais te le donner. Je pense que c'est l'ouvrier et la... Attends, c'est vraiment le fun à voir. Alors, l'ouvrier et la kolkhozienne, c'est une sculpture réelle de 1937. Elle avait été créée pour un pavillon de l'Expo internationale, donc par la Russie, qui était présentée en France. Et c'était un monument glorieux pour promouvoir les valeurs du communisme. Donc, quand on voit une œuvre comme ça, on parle d'art de propagande monumentaliste. Aïe, aïe. Damn. Et donc, cette sculpture-là représentait un ouvrier et une ouvrière qui, à sexe égal, donc l'homme et la femme travaillent la terre et dans les usines, par exemple, on voulait montrer la force et célébrer le prolétariat, qui est dans le communisme. On voulait les rendre comme des dieux et des déesses, les gens qui travaillent pour le peuple, qui font partie du peuple. Donc, de les mettre tous sur un pied d'égalité. Dans une sculpture comme ça, attends, je me réfère à mes notes. Il y a un mouvement vers l'avant aussi qui est repris dans la sculpture dans Harry Potter, qui est un mouvement avec le regard levé des figures qui suggère un progrès, un optimisme, une marche vers une utopie. On la sent bien dans les deux. Mm-hmm. Et Complètement. il y a un but différent aux deux, mais je pense que c'est intéressant que l'artiste qui s'appelle Adam Brockbank, un des artistes là, qui a créé plusieurs œuvres pour la franchise, il s'est inspiré de cette sculpture-là parce que c'est une sculpture qui représente aussi pour les peuples autres que russes ou communistes une oppression, une très forte oppression parce que cette culture-là communiste, on la redoute, on en a peur et tout ça. Donc, pour eux, cette sculpture-là, c'est quelque chose de très positif, de très optimiste. Mais il y a peut-être aussi une certaine hypocrisie derrière ça, parce que pour le peuple, est-ce que c'est vraiment aussi glorieux et positif que eux le prétendent? L'art communiste, c'est souvent aussi pour glorifier des idéaux comme les dirigeants, mettons. Tu sais, mettons, tu vas en Corée du Nord, il va y avoir des grosses sculptures de Kim Jong-un et compagnie, qui sont souvent des monuments qui ont coûté extrêmement cher pour montrer à quel point l'État a de l'argent et du pouvoir, puis pour montrer aussi dans une espèce de différence d'échelle, quand le dirigeant est montré de façon si grandiose, si grande, bien que par rapport au peuple, sa grandeur est démesurée et extraordinaire. Donc, au ministère de la Magie, quand justement le switch de pouvoir se passe et que les mange-morts prennent le contrôle, ils nous amènent une espèce de régime un peu de terreur, d'oppression, essayer de nous faire peur, puis de mettre les deux mages au sommet comme la puissance dominante sur les Moldus, qui sont un sous-peuple. Donc, il y a aussi une espèce de filon de suprématie raciale qu'on a vu chez les nazis ou chez d'autres régimes communistes là, qui excluent l'étranger. Mais dans le cas du ministère de la Magie, on nous présente vraiment le Moldu comme une race, une sous-race par rapport aux magiciens, aux mages. Alors, beaucoup à interpréter dans ce monument. Ouais. Aussi, là, quelque chose un clin d'œil là, de la personne qui a choisi de s'inspirer de ça, c'est de parler de l'aspect corrompu aussi, parce que le communisme vient souvent avec un aspect corrompu. Et dans l'idée où les mange-morts prennent le ministère de la Magie, il y a aussi cette espèce de corrompu-là. Donc, ouais, très porteur de messages politiques et très directement lié à plein de courants politiques et sociaux du passé pour nous faire vivre l'émotion de ce switch de pouvoir. Ouais, puis on dirait que moi, ce que je vois par rapport avec Harry Potter puis le vrai monde, c'est que c'est comme eux autres aussi, ils ont les mêmes problématiques que les Moldus, tu sais, ils ont le même... Nous, on le voit dans notre monde, toutes ces leur guerre tourne autour des mêmes... C'est ça, les mêmes enjeux, mais avec un peu l'inverse, là, mais... Ouais. Quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'en fonction de comment c'est écrit dans le livre, il y a d'autres artistes qui l'ont représenté, cette sculpture-là, puis elle est super différente. Dans les deux cas, on voit le titre en gros. Ah, du fan art, OK. Oui, du fan art. Du fan art. Dans tous les cas, on voit le titre en gros. On voit deux mages au sommet qui écrasent des moldus, mais des façons de représenter très différentes, donc dans l'esthétique ou dans comment c'est ancré dans le visuel ou dans l'histoire de l'art. Par exemple, le gros monument de propagande, il y a un aspect art déco dedans. On voit que les lignes sont très minimalistes. On sent que aussi on veut que le monument soit très bien compris de proche ou de loin. Donc, il n'y a pas d'ornement, il n'y a pas de complexité. On veut que le message soit direct, clair. On est vraiment proche même de la publicité.
dans le cas d'un monument comme ça. Alors Tellement. que dans le fan art, on est plus dans le ornementé, on est plus dans le fantastique. Mais tu sais, moi, ce que je vois aussi, là, c'est que, tu sais, ce que les fan art ont fait, je pense qu'en film, c'est plus difficile de comprendre ce que ça représente. Parce qu'on passe pas longtemps sur la statue. Fait qu'il faut qu'en une fraction de seconde, sur un plan, ce soit un gros punch de comme, OK, on a changé la façon de voir les choses. Là. C'est ça qu'on met de l'avant maintenant. Tandis que dans une fan art qui est plus détaillée, beaucoup de petits trucs, ben c'est moins visuel. Là. T'as comme des gens écrasés en sandwich par des blocs de béton. Là. On dirait que c'est d'ailleurs la fonction de l'art de propagande. C'est que le message passe très vite, très direct, très bien compris. L'aspect publicité que tu dis, là, faut que les gens comprennent vite. Là. Voici le dirigeant, voici la suprématie. On n'est pas là pour apprécier l'œuvre d'art, on est là pour on n'est pas dans l'esthétique. Un message. On n'est pas du tout dans l'esthétique, on est dans le fonctionnel. Puis tu sais, dans les films, il y a tellement de détails dans les livres que si en plus il fallait comme que ces éléments-là soient pas clairs, je pense que là, justement, ils ont mis des choses de l'avant vraiment claires, nettes et précis. Même s'il y en a des petites cachées, puis mais tu sais, dans le cas de celle-là, il fallait que ce soit clair que là, on est passé à une autre étape aussi dans l'évolution de l'histoire, là. C'est plus la petite fontaine cute. Il y a une froideur, il y a tellement de choses à dire. Comparé à l'autre qui était en or avec l'eau, il y a tellement d'abondance, puis de richesse, puis du partage, du don, de la générosité qui est avec les galions qu'on drop dans l'eau. Tandis que là, il y a une froideur, il y a une rigidité, il y a un poids. On se sent écrasé. Tu vois que ça a changé de dirigeant, là. Ça a changé de ligne directrice. Là. Real quick. Retournons à la musique. Ouais. On est rendu... si on passe à Patrick Doyle, qui a fait un film, le 4, j'adore la musique du 4. Elle est légère, hein? En tout cas, une belle légèreté. À l'exception du band rock, là, au party, là, qui est vraiment pourri. Là. Ça, là, j'en ai long à dire sur ce choix musical-là. Une scène effacée, là, au monde. Arrêtez, c'est tellement ma toune. C'est ta mais c'est parce qu'elle est catchy puis elle est fun. Je comprends qu'elle fit pas. Dans l'univers. Moi, je l'aime, là. Je l'aime. Mais elle fit pas. Je suis d'accord avec toi. Mais, tu sais, moi, en même temps, je comprends le choix dans la mesure où on veut montrer que ça reste des ados, ça reste des jeunes, il y a des parties, puis tu sais que, bon, justement, là, en plus, on est dans un environnement, tu sais, comme nous, on les voit tout le temps bien habillés, le Poudlard, c'est beau, tu sais, il y a comme, tout est liché un peu, là. Là, il arrive, puis c'est le gros party avec la musique un peu rock, là, mais... Très ado. Très ado. Peut-être pour aussi appuyer le fait qu'ils sont vraiment rendus à être des ados. Ouais, le 4, c'est un film d'ado. C'est ça. Fait que pour ça, je dis pas que la toune nécessairement sa limite, place. Limite, il y a Hilary Duff, là. Genre, on attend Hilary Duff avec son flip phone qui arrive. Elle est à beau bâton, puis elle s'en vient, c'est ça. Elle parle dehors avec sa mère. Mais tu sais, tantôt, on parlait un peu de musique qui représente des personnages. Ben là, on l'a, là, en plus, avec les différentes écoles. Tu sais, on le sent aussi, tu sais, on le sent qu'on est à Poudlard, on sent qu'on est beau bâton quand il y a... Dumstrang. Merci, j'ai ça de dire ce nom-là, je suis pas capable. Et genre, quand il y a... Il y a l'autre, là. Dumstrang, c'est ça. C'est juste leur entrée dans la grande salle, là. Ouais. Tu sais, oui, t'as les costumes puis t'as les looks, là. Ils ont quand même choisi des looks particuliers pour les gars, des looks particuliers pour les filles, là. Ils ont tous un peu le même esthétisme, mais la musique... Oh my God. Mon crush. Oh my God. Il est tellement rendu fucking chaud, la gang. Oh my God. Bon, je devrais pas parler de comme ça. Je l'ai stalké aussi. OK. Ah ouais, mon Dieu, c'est indécent, mais... On va faire ça en sortant d'ici. Oh my God. Ah non, il est miam. Ah ouais. Mais les beaux bâtons, parce que quand ces deux clans-là arrivent, là, c'est sexe. Ouais. Beaux bâtons sont sexe. Ouais. Les Chromes aussi, les gangs, là, comment ils s'appellent, là, les Russes, là? OK, ouais. Les Bulgares. Les Bulgares sont sexe. Tout le monde est sexe. Alors que dans Harry Potter, on n'a pas ce sexiness-là.
du film 1 à 4, là, il n'y a personne qui est présenté comme super sexy. Là. Il n'y a aucun personnage. Non, même le cart, là, il est présenté beaux, comme les filles tripent dessus, mais même, il n'y a pas de sexiness. C'est comme une joke. Pas de non, c'est ça, là, c'est comme une joke. Là. Mais après, dans le 4, là, il y a comme un éveil sexuel. Adolescence. Exactement. En même temps, la musique appuie, là, quand la musique de Dumstrang. Ça, il arrive, là. C'est très mort. Le bâton. Mort, là. Le bâton, le phallus, le sexe. Les bâtons, là, puis là, ça court, là. Puis ça fait des vraiment... cascades. Puis Boba Fett arrive, puis limite, leur son, c'est la jouissance, là. Genre, exact. Avec le papillon. Ouais, elles sont là pour exciter les petits gars. Ouais, complètement, 100%. Vraiment. Fait que, tu sais, le choix des musiques est comme méga important parce que ça fait genre, wow, OK, là... Puis tu le vois en plus dans les plans qu'ils ont fait sur les autres, quand c'est les gars qui arrivent, là, tout le monde est comme un peu, wow, OK, ils sont... Limite, c'est comme la team de gars hot qui arrive, là, puis après ça, c'est les filles qui arrivent, puis là, tout le monde, les gars, ça va quasiment. Dans le fond, c'est les cools qui arrivent. Ouais. Les vieux cools secondaires. Ouais, c'est ça. Qui arrivent en scooter quand toi, tu n'as pas. T'es comme... Oh my gosh. Puis là, il y a comme toutes les gens à Poudlard qui ont comme leur petite cape, quasiment leur petit chapeau. Ils font dur, là, Poudlard à côté de Dumstrang puis Beau Bâton, vraiment. Mon Dieu. Ouais, il y a comme... Ils ont une belle cafette, pareil, là, ils ont comme la bonne bouffe, mais ils n'ont pas grand-chose d'autre. Non. Mais tu sais, après, même dans le film, il y a une évolution, là, tu le vois, les personnages, on dirait qu'ils prennent un step, là. Hermione, là, je veux dire... Elle a compris là, que l'autre, quand il commençait à cruiser, là, a compris qu'il fallait qu'elle se mette cute. Puis comme, bang, là, on dirait qu'elle a passé de real quick, la petite fille au début du film, à comme... Elle est allée magasiner, là. Hey! Mais c'est ça, moi je l'aime bien. La trame sonore du 4, Harry and Winter, c'est beau. Très dur à jouer. Neville's Waltz, qui est la tune pas mal du bal. Très dur à jouer, Harry and Winter. Des grandes montées. Il y a beaucoup de pièces qui sont super dures techniquement, même dans le premier, là. Tu sais, quand t'as la flûte là, qui... Ouais. Mais tu sais, derrière, là, t'as une flûte qui se pompe, là, qui manque d'air, là, au fond, là. Il est rouge, oh my god, je l'entends, là, c'est vrai. Mais ça va tellement vite. Tu regardes la partition, puis c'est incompréhensible. Là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tellement impressionnant. Tu te dis, mon Dieu, y a-tu vraiment quelqu'un sur Terre, une performeur qui a joué ça pour le film? Et oui, là, il y a du monde qui sont assez bons pour ça. Mais dans le 4e, il y a des grosses tunes aussi, là. Des grosses tunes. Il y a des grosses tunes excessivement difficiles à jouer. Ouais, ben, il a fait une bonne job, là. Mais, tu sais, juste, c'était là pour un film. C'est pourquoi le seul qui a juste été là un film, je sais pas. C'est ça, je sais pas. Je sais pas le backstory de... Comme les réalisateurs, tu sais, ils sont pas tous restés. Ouais, puis tu sais, des fois, c'est... question d'argent, il y avait-tu un autre projet, C'est J.K. Rowling qui choisit de changer ça? Non. Elle a pas de pouvoir à ce point-là, je peux pas croire. C'était plus David Damon, le producteur. Tu sais, des fois, ça peut être des conflits de personnalité. Peut-être que lui, il voulait amener une autre vision pour autre chose, ça n'a pas fonctionné. Ou des fois, ben... Des questions de budget aussi. Des fois, ils changent 2 fois plus cher le film après, puis ils sont comme, bon, ben, c'est beau. Il y a 1001 raisons qui peuvent... Il y a aussi... quand ils ont choisi David Yates comme nouveau réal au 5, ils l'ont pris parce qu'il y avait... Parce que là, l'histoire apprend une petite turn politique, puis il avait déjà fait... Je me rappelle plus trop, là, mais une série télé, puis en tout cas, il avait été choisi pour ça, là. Lui, il va être bon pour nous faire, tu sais, quelque chose de plus politique. Donc, je me dis peut-être qu'ils ont aussi décidé de changer le compositeur, puis je pense que c'est Nicholas Hooper qui arrive au 5. Lui, il avait déjà travaillé avec David Yates. C'est ce que j'ai lu aujourd'hui. Donc, peut-être que c'est David Yates qui l'a recommandé. Peut-être que Patrick Doyle était comme, yo, moi, j'étais prête, là, j'avais ma tune pour Ombrage. Mais non, tu sais, tu reviens pas. Puis, ben, on peut en parler tout de suite, là, mais Nicholas Hooper, il a vraiment fait une bonne job. Puis je suis allée voir sur les autres projets qu'il avait fait. Parce que Patrick Doyle, il avait fait, mettons, Nounou McPhee, Bridget Jones, Rebelle, le film de Disney, quand même. Il a fait de la musique toutes des trames légères, quand même, un peu en hauteur, un petit peu perché. OK. Comme trame, non? Connais? Ben, je sais pas. Tu sais, moi, Bridget Jones, je peux pas te dire. Là, c'est clairement plus de la musique. C'est un film super léger. Romantique. Rigolo, oui. Brave, c'est très scottish, écossais, donc dans des reels, dans des musiques rapides aussi, un peu léger. Puis Nounou McPhee aussi, on est un peu dans le rigolo, puis dans le... dans le comique. Oui, dans le comique, dans le... Ouais. Ça fait du sens que quand même que le film qui est le plus léger en termes musicaux soit de lui. OK. Intéressant. Mais bref, c'est ça, Nicholas Hooper, lui, il avait rien fait. Il avait rien
Il avait rien fait? Ben, non, Ah, oui, pas j'avais rien pas- fait. Non, Je suis non, allée il voir dit ce qu'il a rien fait. de genre, Je wow, connais rien de ce ok. qu'il a fait, puis même la liste est courte, là, puis Ok. sur sa page Wikipédia, ça dit vraiment que lui, son gros gig, c'était Harry Potter, tu sais, puis il a fait 5 et 6, mais il a bien fait ça, là. Il a vraiment bien fait ça. La toune d'ombrage, la Ouais. toune des jumeaux. Ouais, c'est bon, ça. Super bon. Ça, on l'aime, là. Non, mais ça fait tellement son casting Ouais. de personnages. Ben, c'est un peu comme Lockhart, tu sais, ça... Ça a été fait après, ça. là. Ça a été fait après, puis tu sais, c'est de la façon... On dirait que la chanson exprime la gestuelle du personnage, le petit... Le petit bounce. Ouais, le petit bounce, puis... son La petit, petite manière qu'elle a de marcher, là. Ouais, ses petits cheveux qui tu sais, il en marche, puis elle a le petit cheveu de même. Ouais, là. Il y a ouais. comme, même dans la musique, Mais après, c'est à ça que ça sert, la musique. Ça vient appuyer des choses qu'on veut relever, que ce soit d'un personnage, d'un moment, peu importe. Fait que ça vient comme souligner en gras de comme, voici ce qu'est ombrage, tu sais. Mais c'est bien fait. C'est vraiment bien Oui, fait. j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Ouais. Je trouve qu'on retrouve... Tu sais, parce que je dis que j'aime la trame sonore du 4, mais elle fait pas tant Harry Potter. Alors que dans le 5 et dans le 6, on retrouve des petites tonalités peut-être à la John Williams, dans Ouais. les petites tunes comme Ombrage, comme Room of Requirements. En tout cas, on va en écouter tantôt dans l'après-show parce que je vous fais un quiz J'ai musical. hâte! Hein, je vais vous faire jouer genre 5 secondes d'une tune au milieu, là, puis mon Dieu. de Mon me Dieu, dire quoi? c'est laquelle. Ben, me dire c'est laquelle. Le titre? Non, pas le titre, mais comme ça, La c'est scène. quand... Ok. Non, non, Ok, ok. je suis pas tant difficile. Parce que là. je connais pas les titres. là, Moi les non chaque plus, tune. souvent. Bonus pour... mais tu sais, vous allez jouer en équipe, là, on n'est pas en compétition, mais ça va Ok. être cool, le petit quiz musical, on va tous les écouter. On joue contre le jeu. Genre... Parfait. Ben, c'est quoi je disais? Ben, c'est ça, que je trouve dans le 5 et le 6, on retrouve là, un peu cette essence-là là, que John Williams avait initiée là, dans les premiers films. Là. Puis peut-être c'était l'intention aussi de Nicholas Roper là, de se dire, tu sais, moi, je veux ramener un peu les petites... Ben, puis tout est dans le choix des instruments, comme tu disais. Là. Ouais. Moi, je suis pas bonne pour reconnaître tant que ça les instruments à l'oreille, là, mais tu sais, des petites cloches, là, je sais pas comment dire. Là, des petits- Glockenspiel, un petit xylophone. Oui. Il y a des petits trucs quand même tu sais, qui sont choisis pour certains personnages qu'on n'entendra jamais sur d'autres personnages. Ou tu sais, il y a des trucs comme ça qui... Il y a quelque chose aussi dans le choix d'instruments qui fait très Noël, mais c'est parce que c'est des films qui sortaient beaucoup dans les temps de Noël aussi quand ils Ouais. sortaient. Ben, on associe ça au temps des fêtes. Ouais. les Oui, Harry puis aussi, il y a Potter. toujours la fameuse scène de Noël à quelque part dans le film. Oui. Mais les instruments, il y a beaucoup d'instruments qui sont, mettons, la cloche là, du traîneau là, de Santa Claus. Là. Ah, OK, je te Schling, jure. schling, schling, là, parce que j'ai fait des harmonies au secondaire, puis, tu sais, souvent, cette cloche-là, là, elle arrive dans les tours de Noël seulement, mais elle est là dans les tours d'Harry Potter. Tu sais, on fait le lien parce que Inconsciemment, on l'associe Tu un peu à... l'entends. c'est toute la musique de Noël dans ma tête. Oui. Moi, je fais une tourtière, je te passe ça, là. Fait que Ben, certain. Harry Potter, pour toi, c'est des films de Ah, Noël. 100% Noël. Ben oui. J'en parlais, c'est quand j'en parlais, donc? Je m'en rappelle plus, je pense, dans mon autre podcast, mais dans ma tête, le 1 puis le 2, c'est correct avant Halloween. Tu sais, mettons, tu te pars un marathon, mais le 1 fait très Noël. Mais bon, avec un marathon, Ouais. tu veux le faire dans les fêtes, tu peux Ouais. pas attendre puis clencher ça dans la semaine de Noël. Puis je me dis, c'est ça, le 1, 2, mais même le 3, avec les citrouilles, ça fait très Halloween. En tout cas, c'était ma petite vrai. Partez analyse ça, de... genre, à l'Halloween jusqu'à Noël, vous allez être correct. Ouais. Chevauchez les Mais tu sais, deux. le 1 fait aussi Halloween avec le troll, puis les citrouilles, Ouais. puis le party d'Halloween, justement. Le 3, loup-garou, Ouais. costume, Ouais. ce costume en rat. Ouais. Mais le 4 fait très Noël. Fait que le 4, il faut que tu le fasses après le 31 octobre. Ton marathon, Ouais, le c'est 4 ça. doit tomber comme Le fin bal de Noël, novembre. là. C'est Ouais. vrai, Ok. ouais. On vous fera un calendrier. C'est une grande science. C'est Ouais. important de s'y attarder. Puis de comme, tu sais. Bon, parfait. Oli, avais-tu autre chose? Non. J'avais plein de petites choses, mais ils ne fitent plus dans la conversation. Ben, Fait qu'on arrête. les- là, on tout les de suite. remercie. C'est quoi cette photo-là, la madame? C'est Anne Boleyn. Parce que... Tu veux savoir c'est qui Ben, Anne Boleyn? oui, je sais c'est qui. Ben, elle est dans le décor. The Other Bowling Girl, je connais très bien le livre et le film. Donc, c'est de l'histoire anglaise et c'est une La peinture- femme d'Henri VIII, non, excuse. Oui, qui a été c'est ça. finalement... c'était comme une grosse histoire, là, parce que Henri a eu plein de femmes, puis là, Oui. finalement, elle, c'est sa dernière. Oui. Puis là, elle s'est faite pas arracher la tête, comment Ben, on dit? couper à la tête. Va t'arracher la tête! Va t'arracher la tête! C'est ça qu'il a dit avant qu'elle meure. Donc, elle est dans le décor, elle est ici. Et dans le film de Alfonso Cuarón, il y a une autre belle référence à cette même époque. Une toile qui s'appelle The Osteology Lesson of Dr. Sebastian Experts. Cette toile-là a été... C'est celle avec le squelette puis tous Oui. les gars. Oui! Est-ce que tu sais Oh my que gosh. les personnages, les faces ont été changées pour les faces des techniciens? Non. Ouais. Mais dans le film, il bouge. Oui, C'est mais ça. ils Dans ont le 3, ça? pris Ouais, dans le 3. dans le 3. Squelette, t'as dit Tu sais, là, ça, quand- dans quelle scène? Ouais, il y a un squelette avec 6 hommes
qui sont habillés en noir, qui semblent étudier le squelette. Puis finalement, ils bougent parce que là, ils voient la gang de Gryffondor arriver. Mais c'est la même toile que Rusard, il décroche quand Ombrage demande d'enlever toutes les toiles. Puis ils font comme de même, puis ils sont genre, puis ils tombent. Il y a des faces qui ont été changées parce que, tu sais, j'imagine qu'ils ont changé des faces à cause des droits aussi, là. Mais ils ont mis les faces, je pense qu'il y a un des producteurs que sa face a été mise sur un des personnages. C'est très drôle. Ouais. Mais les droits, d'ailleurs, n'existent plus après environ 5... Ça dépend des pays, là. Il y a comme une centaine d'années après la mort de l'artiste. Fait que ça, c'est des genres de toiles qu'on peut se faire des t-shirts avec et les vendre. Ben, comme dans la scène dans Prisonnier d'Azkaban, quand il marche dans le corridor, là, tu sais, là, il y a la carte du maraudeur, puis là, il voit Petit Gros, puis là, il se promène avec sa baguette, puis il fait super noir, là. Puis là, maintenant, il y a des toiles qui se mettent à y parler, là. Ça, c'est des vraies toiles qui n'ont pas été modifiées. Puis quand Severus arrive, puis là, comme, il renvoie Harry se coucher, puis tout. Puis là, il y en a un, tu sais, il y a un tableau qui est comme « Allez-vous la lumière! Allez-vous fermer cette lumière! » C'est un autoportrait de Rembrandt. Mais il n'a pas été modifié. Ça, c'est un vrai tableau. Oui, c'est un vrai tableau. Autoportrait de Rembrandt. Donc, c'est ça. Il y a des vrais tableaux beaucoup de vraies toiles qui ont été mis puis animées, rendues là. Ouais. Donc, mais ça, c'est des toiles, comme tu disais, qui sont sûrement libres de droit. Oui. Pour puis là, qu'est-ce que ça veut nous raconter? Ben, ça veut nous dire que le château est là depuis très longtemps, puis que tranquillement, ils ont accumulé des artefacts d'année en année, puis que... Qui consomment l'or moldu, rendu là. Ouais, c'est de l'or moldu. À moins que... On le sache pas, mais... Rembrandt, il y a un petit côté sorcier. Maybe. Maybe. Merci. Ce que tu nous sors là, c'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant. C'est la tapisserie des Blacks qui a été complètement créée par Mina Lima. Je pense qu'on n'a toutes pas d'informations là-dessus, mais on n'a pas d'informations sur inspiration ça. claire, selon toi, est-ce que c'est quelque médiéval. Chose médiéval, exactement. C'est ce que je m'en allais dire ça dans le sens clairement, là, ça paraît. Tu as de l'écriture en latin aussi qui est en haut et en bas. C'est quelque chose qui existait, tu penses, des tapisseries comme ça qui représentaient... Ça existait dans les familles très riches. Oui, c'est ça. Donc, ça voudrait nous révéler que la famille Black est extrêmement puissante et riche. Oui. Puis ça aussi, on remarque pas tous les détails quand on la voit dans les films. Non, ça passe vite, puis on met beaucoup l'emphase sur les personnages avec le visage brûlé et tout, mais tu sais, il y a tellement d'autres détails. Là. Très beau. Puis tu sais, à ces époques-là, le monde normal, là, il vivait dans la merde, il mourait de maladies poches, il mourait à 8 ans, 9 ans, 12 ans. Tu sais, c'est rare qu'il y avait le temps de faire des choses glorieuses ou de raconter leur propre histoire ou de s'imbriquer dans l'histoire ou, tu sais, pour avoir le temps, puis pour que autant de personnes connectées dans un arbre généalogique puissent toutes avoir leur visage là, être dans la mémoire collective, être un souvenir. Ça montre une richesse longue sur énormément de générations. Puis à côté de ça, c'est tous des adultes, là. Ils ont tous atteint l'âge adulte, là. Oui, c'est ça. Ils sont pas morts du choléra, ils sont pas morts d'une amputation parce que telle chose est arrivée, tu sais. Je viens de lire, là. Ils disent, Mina Lima, qu'en créant ça, ils ont intégré des têtes de mort, des épées, pour représenter... c'est parce que je viens de le lire en anglais, là, mais à quel point la famille Black est prête à tout pour sauver leur nom, puis sauver l'honneur de la famille, donc à tuer. T'sais. L'épée puis la tête de mort représentent un peu, c'est ça, là, comme, je sais pas, leur désir. Puis toujours pur, c'est la devise de la famille qui est indiquée sur la tapisserie. Puis on a les armoiries de la famille qui ont mis des corbeaux dessus, qu'on associerait peut-être plus à Serdaigle, normalement, Raven, mais ça dit que le corbeau est souvent interprété, je traduis pendant que je lis, le corbeau est souvent interprété comme un oiseau of ill omen. Je sais pas ce que ça veut dire. Mauvais augure. De mauvais augure, mais aussi d'une protection puissante. Fonction de protection puissante. Et sa couleur faisait que c'était parfait à mettre sur l'armoirie des Blacks. Donc ça, c'était un peu le processus créatif. On est beaucoup dans les symboles qui sont très, très porteurs. Il y a souvent des symboles qui sont très petits, discrets, mais qui racontent tellement de choses. C'est fou, complètement. Ah. Mais je vais faire un lien... Malfoy avec son vieux chapeau de sorcier ici, là. Tu sais, qu'est-ce que c'est? Il y a un chapeau. Son vieux chapeau pointu d'Halloween. On l'a jamais vu, là, avec ça. Dans le... Attends, je vais retrouver dans mes notes, là, parce qu'on parle d'oiseaux, puis de symboles, puis toute la patente, là. C'est dans le 2. Le griffon qui est à l'entrée, là,
la pièce de Dumbledore, là, la gargouille. La gargouille, mais que dans le film est comme un griffon. Là. C'est ça, parce que dans le livre, on dit gargouille, Ouais. puis c'est clairement pas ça qui est dans le film. Là. C'est Non, pas ça, une c'est gargouille. Là. Mais quand je lisais sur justement les symboles un peu artistiques et tout ça dans les films, ils ont mis un griffon dans les films, puis je trouve que c'est quand même pertinent parce que ça dit que le griffon, ça veut dire le courage puis la justice, qui est comme... Ce qui représente Dumbledore vraiment bien. Puis que dans la tradition chrétienne, ça devient une figure de lutte du bien contre le mal en raison de sa capacité à manger les serpents. Et dans le 2, c'est le basilic qui est là. Puis c'est la première fois qu'on voit l'entrée de la pièce de Dumbledore. Puis je trouvais ça... OK, mais ça a été choisi pour ça. J'espère vraiment qu'ils ont choisi ça pour ça, parce que je trouve ça vraiment bright. J'ai vraiment trouvé ça intelligent. Ouais. L'espèce de dualité du bien et du mal, puis que là, justement, c'est comme le griffon, le serpent, puis la signification qui représente Dumbledore. Nice. Comme tu vois ça, puis on dirait que c'est lui, là. Mon personnage préf. Je l'aime. Il t'aime aussi. Je veux être lui. Je voudrais le tuer pour devenir lui puis de prendre son rôle. Ben, il est pas déjà mort. Non, ça dépend des camps. C'est ça dépend des camps. Oh Spoiler alert. Vraiment intéressant, merci, Hello. Là, j'ai une dernière image que je sors, là, mais c'est parce que je me suis pas assez documenté pour être confiant pour en parler, mais je vais en parler un peu. C'est un dessin de Escher qui a été dessiné, je crois, en 1953, mais lui, c'était vraiment un spécialiste des illusions d'optique. C'était un mathématicien à la base, et son travail est souvent référencé dans des livres d'explication de la science ou d'explication des mathématiques. Naturellement, là, sans trop lui-même vouloir les lier à des lois mathématiques, là, il faisait des gros dessins mathématiques, finalement, géométriques. Et on peut sentir une référence dans les escaliers mouvants. Complètement. Quand on le voit en plan large, là, comme ça. Là. Mais le caractère un peu énigmatique... qui va dans tous les sens qui aussi. Qui nous fait pas trop comprendre où est-ce que ça nous mène, dans laquelle on peut se perdre, même. Intéressant. Complètement. Alors, je sais pas si ça a été une référence pour... C'est juste une coïncidence. Moi, je pense que oui, parce que moi, je trouve ça évident. Là, j'avais pas vraiment de connaissances en art, puis je la voyais déjà, là, la référence. Fait que j'ose espérer que oui. Là. Je peux pas croire qu'avec tout ce qu'ils ont mis dans le film, ils n'ont pas vu ça. Non, c'est ça. D'autant plus que c'est un artiste célèbre pour ça, spécifiquement. Puis des dessins d'escalier comme ça, il en a fait des centaines. Là. Exact. C'est pas un secret, là. Merci. C'était super ça me intéressant. fait tellement plaisir. Et on va terminer notre discussion avec le dernier compositeur des films, qui était Alexandre Desplat. Est-ce que tu as regardé ce qu'il a fait? Parce que ça, il en a fait beaucoup d'autres projets. Mais je pense qu'on est vraiment dans la musique d'ambiance, évidemment. Il a fait Benjamin Button, Coco avant Chanel, Julie Julia, Twilight New Moon. Plusieurs films de Wes Anderson, Shape of Water, il a même gagné l'Oscar pour la musique de Shape of Water et de Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Donc, Alexandre Desplat, il y a eu des bons morceaux aussi, des bonnes pistes. Là, Lily Steam, on en parlait tantôt, puis ce qui est associé à Rogue, là, avec tout ce que tu as mentionné tout à l'heure. Courtyard Apocalypse aussi, qui est vraiment bon dans le 7.2, pendant la bataille. Mais tu sais, on est plus dans... Il y a une lourdeur, là, veux pas, dans ce qu'il a dû créer, parce que ça va avec l'histoire, puis on est rendu, puis la finalité de l'histoire, du récit. Mais j'aime bien, j'apprécie. Mais c'est tellement rempli d'émotions, la musique qu'il a mis dedans. Là. Le film part, puis t'as même pas vu une image à part le logo, puis t'as déjà comme le sentiment qui t'envahit de tout ce qui se passe. Je pense que c'est le seul souvenir que j'ai vraiment d'avoir ressenti avec une musique d'Harry Potter au cinéma, là, lors d'un premier visionnement. C'est très solennel. Ouais. C'est quasiment une procession. Tu sais, là, ça l'annonce. Oui, c'est annonciateur, puis c'est pesant. C'est comme, il y a une présence même, on dirait comme une couverte là, super lourde autour de nous, là, qui nous réchauffe, mais en même temps qui nous... Pas écrase, mais... Tu sens qu'il y a quelque chose de lourd qui s'en vient. Là. Il y a des grosses choses qui se préparent là, juste dans l'entrée dans la musique. Puis, mais c'est vrai que sa musique, elle est vraiment belle. Puis je trouve que il a fait honneur un peu à toutes les personnes qui sont passées avant lui, parce qu'il y avait quand même, je pense, une des plus grosses commandes. Il faut que tu finis le film, puis c'est toi qui as les grosses scènes. Puis il y a beaucoup d'action, fait qu'il faut pas que ta musique non plus, elle soit comme
trop intense, là. Il s'en passe des affaires, mais en même temps, il faut que tu viennes bien appuyer parce que du monde qui font ça de même, pas de musique, là, ça peut être... C'est clown, là. C'est ça, ça peut être clown vite, puis mais en même temps... les attentes sont élevées parce que là, on est rendu à la fin, puis là, il faut que ça soit bon. Exact. Il y a tellement de bons projets qui ont été gâchés par un mauvais épisode final. Ouais. Puis la musique est comme omniprésente, t'sais, elle est comme quasiment là tout le long du film, on l'entend pas trop, elle vient juste comme meubler, puis quand on a besoin qu'elle soit là, elle est comme boostée, puis... Une présence, hein. Ouais. Tu sais, là, quand ils... moi, ça, c'est mon bout que j'ai le plus de frissons, là. Tu sais, quand ils se mettent tout à préparer l'école pour le combat, là, puis là, il y a comme ils construisent comme le dôme, puis là, il y a le professeur McGonagall qui fait... Pierre Totom. Ouais, tout ça, là. La musique, là, est comme dans les basses, là. Ouais, fait des sons comme, longs, ouais. Puis ça vient comme vibrer, là, on dirait, là. Fait que versus, tu sais, au début, qu'on est plus avec John Williams, mais c'est normal, là, c'est le début, le petit carillon, les petites cloches, l'espèce de... qui réfère un peu plus peut-être à l'espoir, puis au petit truc un peu enfantin, un peu gamin, un peu cutie. Mais là, on est rendu comme dans une musique qui est super vibratoire, puis vraiment prenante. Les grosses sculptures, ils bougent tranquillement, mais avec force, avec pesanteur, avec poids, pesanteur. Mais la musique est pile de dessus. Ouais. On dirait que, encore là, elle vient comme appuyer le fait qu'ils pourraient faire shaker. Ils font shaker toute l'école au grand complet quand ils marchent. Puis, il y a comme une belle évolution dans la musique. C'est ça qu'elle dit. Oui. Locomotum. Ouais. Oh Pierre Totom, locomoteur, aidez-nous à protéger l'école. Finalement, ils savent ça quelque chose. Mais en fait, c'est même pas ça dans le livre. Mais ça a été ajouté au film, pour qu'il y ait ce moment-là de grandiose, avec les chevaliers qui s'animent, c'est cool ça aussi. Très médiéval, ça aussi. C'est très médiéval, Poudlard, mais parce que ça a été construit dans les temps médiévaux, techniquement, selon... Parce que dans la Chambre des secrets, McGonagall dit quand Poudlard fut bâti il y a plus de 1000 ans par les 4 fondateurs. Donc médiéval. C'est ça. Exact. Parce qu'il y a 1000 ans, c'était 1000, l'an 1000. Exact. Médiéval, c'est long à Christ. C'est long, c'est 1400 ans. Ouais. C'est ça. C'est long. Fait qu'il y a toute la le monde avait tellement de grippe là-dedans. Là. Le monde était pourri, sale. Là. Je retournerai pas. Puis sous tout le temps, ça buvait, ça mangeait, ça se tuait. Ouais. Ça fourrait. Cool. Beau programme. C'est à 18 ans et plus, hein, le temps médiéval. Un petit peu, hein? Hey, c'était tellement le fun. Hey, merci. On a eu non, mais my God, merci à vous. Wow! Je suis sûre que ça a plu aux gens. Honnêtement, j'ai appris plein de choses. Moi aussi, depuis hier. Ouais. Je faisais ma recherche. Non, mais c'est fun de passer un peu comme les sous-couches d'une production de film, comment... Puis, tu sais, moi, je baigne là-dedans tout le temps, là, comment, de la lecture d'un scénario à comme tout ce qui vient s'embriquer, comment il y a du stock là-dedans, puis chaque petit détail, puis chaque département rajoute son petit truc, puis là, un collabore avec l'autre pour comme amplifier, puis... Fait que là, de décortiquer tout ça, c'est encore des petites perles cachées un peu partout, là. C'est comme infini, là, ce qu'on pourrait découvrir, là, avec des recherches, là. Surtout au nombre d'heures de films qu'il y a. Et moi, j'ai plus le temps, là. Moi, mon temps, là, oui, ça, il est fini, là. Ben merci, Olivier, Élodie, d'avoir été avec moi. Puis comme je vous ai dit, ben là, on s'en va dans la salle sur demande, qui est l'après-show Patreon. Donc, on s'en va là pour un petit quiz musical. On va jouer. Donc là, on en parle depuis tantôt, mais là, on va pouvoir les écouter. Parfait. Puis je vais vous faire deviner, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est quand, ça? C'est quand ça joue? Bref, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Bye, on se voit au prochain épisode. Merci. Vous pouvez dire bye à la caméra juste ici.